Bonsoir Mathieu Guidère. Vous Bonsoir. êtes spécialiste de l'islam radical et d'Al-Qaïda. Vous êtes professeur d'islamologie à Toulouse et aussi géopoliticien. Vous avez publié notamment Les Nouveaux Terroristes aux éditions Autrement en 2010. On parle de l'affaire de Mohamed Merah et des tueries évidemment de Toulouse et Montauban. On a l'impression... On a parlé beaucoup d'un loup solitaire et en même temps aujourd'hui on se pose la question de complicité. La vidéo a été postée, il y a eu ce fameux coup de fil à France 24 alors qu'il était surveillé. Le scooter, on pense peut-être à un troisième homme. Comment est-ce que vous ressentez ces choses-là? Est-ce qu'il était seul selon vous? Est-ce qu'il y avait une organisation, un réseau Alors, loup solitaire ne veut pas dire qu'il est déconnecté de tout. Loup solitaire veut dire, qu'est-ce que ça signifie ce terme? Cela signifie que la personne est née dans le pays en question, qu'elle réside depuis très longtemps dans le pays en question, et donc qu'elle s'attaque comme un loup qui sort de la meute, il s'attaque à ses congénères. Et deuxièmement, cela signifie qu'il va choisir ses objectifs tout seul, ses cibles, qu'il va planifier l'attaque tout seul, qu'il va l'exécuter tout seul. C'est ça un loup solitaire. Mais il peut bénéficier dans ces cas-là de complicité, en l'occurrence. Il peut bénéficier de complicité pour la fourniture d'armes, de munitions, de gîtes à manger, de protection, de communication, de différentes choses. Ce sont des complicités. Donc vous n'êtes pas surpris quand non, vous voyez ça? il y a eu toujours des complicités. Tous les cas qu'on connaît de loup solitaire ont eu des complicités. La question est de savoir c'est à quel degré ces complicités sont dans le terrorisme. Parce que parfois, les individus qui, par exemple, fournissent les armes ne savent pas leur destination nécessairement. Et parfois, ils savent, mais ils ne veulent pas savoir. C'est ça, c'est de travailler sur le degré des complicités. Mais un loup solitaire, il n'a confiance en personne, il est paranoïaque, et donc il va totalement contrôler la situation. Pour vous, c'est un travail qu'il a organisé depuis 3 ans, me disiez-vous, en analysant la situation? Oui, je pense qu'il a commencé le travail sur cette question depuis 3 ans. En tout cas, j'en tire cette conséquence à partir de ses voyages, à partir de ses déplacements. Et il me semble que c'est le travail depuis quelques années déjà. Ce n'est pas possible avec ce degré de détermination et d'organisation. Al Jazeera annonce qu'elle ne diffusera pas les images. Elle a reçu cette vidéo. On est un peu surpris, même choqué, qu'il y ait un temps de délai pour se poser la question. Évidemment, nous et toutes les chaînes françaises ont refusé immédiatement d'envisager même la question. Est-ce que vous croyez qu'une fois qu'aujourd'hui Al Jazeera a une vidéo à Doha, est-ce qu'elle peut être diffusée ailleurs? Est-ce qu'elle peut se retrouver sur d'autres chaînes? D'abord, il faut voir ce que c'est Al Jazeera. Al Jazeera, dans l'imaginaire arabe, dans la perception de tout le monde, y compris des terroristes, c'est le seul organe d'expression libre et ouvert à la diffusion de toutes sortes de documents. Donc c'est très important de tenir cet aspect-là. Cela étant dit, la décision d'Al Jazeera est tout à fait conforme à sa ligne éditoriale, même depuis le 11 septembre 2001. Elle n'a toujours diffusé que des revendications. Elle n'a jamais diffusé des images brutes, de violence brute. Donc, en l'occurrence, la revendication, peut-être, on aura l'image de la revendication manuscrite, mais je ne vois pas l'intérêt informatif de diffuser l'image du massacre lui-même, de la tuerie elle-même. Plus largement, le fait que nous soyons choqués est une chose, mais après, c'est tout à fait... vous avez des copies de cette... D'abord, il y a la personne qui l'a envoyée, qui a une copie, l'original. Ensuite, vous avez des copies qui sont au siège de Paris, des copies qui ont été faites pour le siège central de Doha. Vous avez des copies chez la police. Donc, un jour ou l'autre, certainement, ces images sortiront. On ne fait que retarder en réalité l'effet spectaculaire qui a été voulu à travers cela. Et aujourd'hui, c'est une décision qu'il faut saluer pour Al Jazeera, même si, sur le fond, on sait qu'elle ne fait que retarder en réalité la diffusion de ces images. Est-ce qu'elle peut se retrouver sur d'autres chaînes arabes de fait? Non, je ne crois pas qu'elle puisse se retrouver sur des chaînes arabes, ni sur des médias véritablement institués ou officiels arabes. En revanche, il est presque certain qu'elle se retrouvera à un moment ou à un autre sur des forums marginaux ou sur des sites djihadistes. Qu'est-ce que vous retenez, vous qui travaillez sur ces milieux et qui en plus enseignez à Toulouse, de ce drame, mais en même temps de la découverte de ce type de personnalité en France aujourd'hui? Alors, je retiens d'abord qu'on est passé à une synthèse terroriste entre les profils anciens auquel on est habitué, c'est-à-dire le terroriste qui va se former en Afghanistan ou au Pakistan, qui va avoir des entraînements, qui va se revendiquer de l'organisation, qui va respecter une date symbolique, un lieu symbolique, enfin
tout le profil traditionnel du caïdiste de base. Et puis, ce terroriste solitaire qu'on a connu aux États-Unis, notamment, qui va tout faire tout seul, qui est né dans le pays, qui s'attaque à ses congénères. Et on a là une synthèse très particulière et nouvelle qui apparaît dans notre pays. Le deuxième point que je retiens, c'est le verrou psychologique. Jusque-là, on avait des radicalisés, on avait des individus radicaux, on va dire, mais aucun, jusqu'à présent, n'a vraiment passé le verrou psychologique de s'attaquer avec cette violence, cette détermination, ce sang-froid aux concitoyens, aux Français. Est-ce que vous avez l'impression, et c'est la crainte de tous évidemment, que ça va être une figure un peu mythifiée, un peu comment dire, mise en exergue par d'autres jeunes aujourd'hui en France? Alors, il y a un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est que cet individu a tellement poussé à l'extrême, presque à la caricature, l'acte terroriste pour vouloir coller à cette image du djihadiste caïdiste, qu'il est inimaginable que d'autres vraiment le suivent ou s'identifient à lui de façon directe. En revanche, il est clair qu'il y aura toujours une petite minorité marginale qui va s'identifier au personnage et non pas à l'acte. C'est très important, c'est une différence. S'identifier au personnage veut dire à celui qui a provoqué l'autorité et qui est allé faire cet acte ignoble, mais pas nécessairement à l'acte qui reste exceptionnel tout de même. Merci beaucoup Mathieu Guidère d'être venu nous éclairer ce soir sur ces derniers développements des tueries de Toulouse et de Montauban. L'autre grand titre aujourd'hui, ce sont les suites de la mise en examen de Dominique Strauss-Kahn hier à Lille pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Je vous propose, avant de recevoir son avocate Frédéric Beaulieu, d'écouter quelques réactions politiques à cette mise en examen. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Chacun voit que ça n'a rien à voir avec le Parti socialiste. Encore une fois, je redis ma tristesse. Il fait encore partie de la famille socialiste? Écoutez, je crois que la page est tournée et laissons la justice faire son travail. Moi, j'ai aucun autre commentaire à faire aujourd'hui. Comment est-ce possible que lorsqu'on est patron de FMI, on a pu réunir des suspicions graves de proxénétisme en bande organisée? C'est quand même gravissime. Bonjour Frédéric Beaulieu, merci Bonjour. De nous avoir rejoints sur le plateau de BFM TV. Comment vous réagissez à ces réactions? Je veux dire, comment vous les entendez? Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Je pense qu'il est tout à fait normal d'avoir des réactions de politiques qui disent que c'est à la justice de travailler, etc. Il y en a d'autres que je trouve un petit peu singulières. Et sur lesquelles vous parlerez peut-être plus tard. Alors, sur quoi vous fondez-vous vraiment avec vos collègues pour remettre en question, faire appel, en tout cas, de cette mise en examen? Il semblerait, selon certaines sources, le point.fr par exemple, qui indique que les juges disposeraient de SMS qui indiqueraient que Dominique Strauss-Kahn aurait organisé quelques-unes de ces soirées lui-même. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme de proxénétisme aggravé en bande organisée. Écoutez, c'est pas du tout ça. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que c'est là où c'est très compliqué. C'est que le secret professionnel, le secret de l'instruction, moi, j'y suis tenue. Dominique Strauss-Kahn a fait l'objet d'un contrôle judiciaire en plus, extrêmement vexatoire, extrêmement inutile, où on lui interdit de communiquer avec quelque organe de presse que ce soit sur cette affaire. Donc, c'est comme si on était muselé. On ne peut pas parler du contenu du dossier. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que les indices que les juges ont considéré comme pouvant justifier une mise en examen n'existent pas, ne sont pas ceux-là, ne sont pas sérieux, ne sont pas concordants, et que ce dossier est vide. Et que, comme nous l'avons déjà dit, si ce dossier peut être débattu contradictoirement avec une vraie accusation, avec une défense et les choses étalées, on verrait que ça ne tient pas une seconde. Parce que, juste deux mots, parce que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée, elle n'existe pas en ce qui le concerne, et que les indices qui sont retenus par des juges ne résistent pas à un examen, je dirais, loyal. Lorsque, pour poursuivre dans ce qui transparaît dans la presse, et certaines de ces escort girls affirment qu'on ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient rémunérées. Ce n'est pas ce qui est dans le dossier. Je ne peux que vous dire cela, ce n'est pas ce qui est dans le dossier. Dominique Strauss-Kahn ne cesse et n'a cessé d'affirmer
qu'à aucun moment, il n'a su qu'aucune des jeunes femmes qu'il avait rencontrées était une prostituée. Et je vous dis, moi, que le dossier le dit et que tout cela s'effondrera de soi-même. Comment réagit-il depuis hier ? Écoutez, ça lui appartient. Ça lui appartient, je suis son avocat, je suis son défenseur. Je ne suis pas là pour parler des états d'âme de Dominique Strauss-Kahn. Je suis juste là pour vous dire qu'il est poursuivi dans des conditions qui sont d'une injustice absolue. Hier, votre confrère Richard Malka a dit qu'il était victime de la campagne présidentielle, jeté au bûcher à moins d'un mois d'une échéance électorale majeure. Vous avez ce sentiment que le choix du calendrier, que le choix de la mise en examen est plus politique que juridique ? Non, je constate. Je constate que nous sommes à 4 semaines de l'élection présidentielle. C'est tout. Je ne dis pas qu'il est victime de la campagne présidentielle. Je constate que dans ce dossier dans lequel son nom est apparu dans la presse dans des conditions que je trouve ignominieuses, il y a maintenant de nombreux mois, eh bien c'est aujourd'hui qu'on le convoque et qu'on le met en examen. C'est tout. C'est une constatation. Non, c'est pas qu'une constatation. Vous laissez entendre quelque chose. Je ne laisse rien entendre. Instrumentalisation politique d'une part ou d'une autre, je ne sais pas. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. Je ne sais pas. Je constate. Le parquet aurait plutôt demandé une mise en examen pour complicité de proxénétisme ? Alors, écoutez, j'ai vu ça tout récemment. Moi, je n'ai rien vu de la part du parquet dans le dossier. Dominique Strauss-Kahn a reçu une convocation pour les faits dont étaient saisis les juges, à savoir proxénétisme, pas du tout complicité. En plus, c'est un faux débat, vous savez, cette histoire de complicité ou pas complicité, parce que, bien sûr, c'est technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est reproché par les juges qui ont écrit, c'est aide et assistance à la prostitution. Or, la complicité, c'est aider et assister à un délit. Donc, nous sommes dans un débat juridique un peu pointu qui n'a pas du tout de sens. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas vu que le parquet ait sollicité cela. Le fait que cela tombe quand même à la veille aussi du début du procès civil à New York, dans l'affaire Nafissatou Diallo, ça affaiblit le dossier de Dominique Strauss-Kahn demain à New York ? Écoutez, moi, je parle de ce que je connais, de la procédure pénale française. Ça, c'est des questions qu'il faut poser aux avocats américains. Je ne peux pas vous le dire. Je crois savoir que demain, ça vient sur les problèmes techniques d'immunité. Je n'en sais rien. Si je vous réponds oui ou si je vous réponds non, ce serait une mais réponse c'est pas à fausse. l'avocate que je parle, à l'avocate de Dominique Strauss-Kahn, mais c'est à la juriste. C'est à elle que vous parlez. Bien sûr, mais je veux dire, c'est à la juriste qui peut mesurer un peu l'influence. Non, je fais du droit français, moi. Je suis en France. Et donc, vous pensez que ça ne peut pas influer sur la procédure ? Moi, je n'en sais rien, je ne le pense pas, je ne le sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, le fait que c'est injuste et le fait qu'on invente, concernant Dominique Strauss-Kahn, une infraction qui, je le répète, n'existe pas. Il ne savait pas que ces femmes étaient des prostituées. Et l'aurait-il su qu'il n'aurait été qu'un client ? Et que je sache aujourd'hui, on le regrette pas. On trouve ça moral, on trouve ça pas moral, c'est un autre sujet. Mais que je sache, la loi n'incrimine pas les clients des prostituées. Et que lui faire ce procès-là aujourd'hui, c'est lui faire un véritable procès en sorcellerie, c'est mettre en cause un comportement, et ça, c'est pas l'état de droit. Merci Frédéric Beaulieu, merci Maître Beaulieu d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous. Après le journal de Jean-Rémy Baudot, c'est notre débat du mardi soir entre le socialiste Malek Bouti et l'UMP Guillaume Pelletier. À tout de suite.